Ces pierres ont fait couler beaucoup d'encre depuis l'avènement de l'Empire, sans pour autant que les érudits ne parviennent à un consensus quant à leur apparition sur Éode, ni même leurs propriétés supposées. Pour les uns, les pierres émanent des divinités qui s'en sont servies pour maintenir un contact direct avec les communautés présentes sur les terres. Pour d'autres, notamment les têtes pensantes des scientistes impériaux, il est probable que les pierres soient le jouet d'entités beaucoup plus malveillantes. Certains membres du Sextant, une société savante de la capitale cormienne, vont même jusqu'à les rattacher à la démonologie, une science interdite par les lois impériales qui réserve à ses adeptes bien des surprises et des tourments. D'après les textes anciens qui en parlent, des fragments de tablettes éodiennes éparpillées sur les 5 continents, les pierres du destin auraient été découvertes au second siècle par une communauté de pèlerins qui accomplissaient leur route vers Sharkan, l'arche de sable. Contraints de faire halte dans l'oasis de Terset, les pénitents se mirent à l'abri dans une petite caverne aux murs tapissés de mousse, au centre de laquelle les pierres trônaient sur une table de pierre. C'est en arrivant à Sharkan que les pèlerins purent mesurer l'importance de leur découverte, en analysant notamment les réactions des Arabymiens du désert de Sandana. Par 2 fois, après qu'ils aient maladroitement ébruité leur possession des pierres, ils se firent attaquer par des guerriers Sandans dissimulés sous leur chèche. La seconde attaque fut la bonne. Après quelques coups de sabre portés depuis leur dromadaire, les hommes du désert mirent à sac le petit campement des pèlerins et prirent la fuite avec les pierres. Pendant plusieurs années, les pierres disparurent de la circulation et on peut supposer qu'elles voyagèrent secrètement dans tout le sultanat. Ce n'est qu'une trentaine d'années plus tard qu'un poète bosquimien y fit allusion dans l'un de ses textes en insistant sur l'étrange halo qui entourait les pierres et qui avait le don de fasciner chacun de ses possesseurs. D'après le poète, d'ailleurs, les propriétaires successifs ainsi que leurs familles connurent des destins tragiques, à tel point que les barbares finirent par s'assurer que les maudites pierres quittent une bonne fois pour toutes le Bosquim. Une galère fut alors affrétée pour faire passer les pierres sur le continent voisin d'Atlou. Le navire et son équipage de braves marins ne revinrent hélas jamais jusqu'aux côtes de Bosquim. On retrouve 2 siècles plus tard les pierres du destin citées dans un ouvrage de démonologie du royaume de Charib. L'appellation pierre de mort ne laisse pas de doute quant au fait que les prêtres guerriers fanatiques avaient pris le temps d'étudier les étranges pierres et de déceler une partie de leur dangerosité. Les textes pieux condamnaient d'ailleurs violemment les pierres, désignées comme umfarat, objets impurs, et faisaient état de ce que les prêtres décidèrent de les entreposer dans un lieu souterrain à l'abri des convoitises. Il faudra ensuite attendre encore plusieurs années pour retrouver la trace des pierres du destin. Cette fois-ci, c'est un texte asgarien qui y fait allusion. Une sorte d'essai de sorcellerie ésotérique qui décrit, entre autres, une cérémonie au cours de laquelle les pierres jouaient un rôle de catalyseur auprès des participants. Enfin, quelques années plus tard, des témoignages font état de la présence des pierres à Issara, la capitale de Koln. Certains expliquent que les pierres avaient rejoint le trésor du Thalassum, qui était très versé dans l'apprentissage des arts magiques. Une légende raconte même que le prince avait alors tenté des expériences sur des prisonniers de la ville, cherchant à modifier leur métabolisme pour en faire des guerriers à toute épreuve. À partir du XIIe siècle, plus aucun texte ne permet de localiser les pierres, et il faudra attendre la seconde moitié du XIIIe siècle pour découvrir que les pierres avaient une nouvelle fois changé de main pour devenir la propriété des magiciens de l'Alliance. Cette ultime apparition joua certainement un rôle déterminant dans la crise qui entraîna la chute de Corme et qui vit les magiciens se faire bannir à jamais. Dans la plupart de ces communications menaçantes, Lorcos Anmoarine, le chef de file de l'Alliance, rappelle que les magiciens sont maintenant les possesseurs des pierres et entendent bien les utiliser pour accroître leur capacité de nuisance envers l'Empire et imposer leurs propres règles.